Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour décryptage sur New Info. Conflit russo-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine se dit favorable à une négociation pour mettre fin au conflit en Ukraine, mais rejette toute discussion directe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en affirmant ne pas avoir de volonté de la part de Kiev. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, le président Poutine se dit prêt à négocier certainement la paix, mais pas directement avec son homologue ukrainien. Oui, effectivement, le président Poutine se sent en position de force, puisque tout le monde a vu que depuis quelques mois, Kiev ne parvient plus véritablement à résister. Mais il s'y ajoute l'arrivée de Trump au pouvoir au niveau des États-Unis, qui avait déjà clairement donné sa position par rapport à l'aide militaire au niveau de l'Ukraine. Bon, on vient de voir même qu'il a dépassé cela, puisqu'il a suspendu l'aide étrangère de façon générale, sauf pour deux pays, l'Égypte et Israël. Mais tous ces éléments mettent davantage Poutine en position de force. Mais bon, pour les arguments qu'il avance, c'est vrai, il devait y avoir des élections au niveau de l'Ukraine. Il n'y a pas eu d'élection. Il considère que Vladimir Zelensky n'est plus légitime parce qu'au moment où on devait faire des élections, il n'y a pas d'élection. Mais dans la législation ukrainienne, on ne peut pas organiser des élections quand le pays actuellement est en guerre et sous la loi pratiquement martiale. Mais l'interrogation doit dépasser cela. Est-ce que Poutine est plus légitime que Zelensky? C'est vrai qu'il a organisé des élections. C'est vrai qu'il a gagné ces élections avec un score à la soviétique. Mais il y avait qui comme opposant? Comment les élections se sont déroulées? Est-ce qu'on a laissé ceux qui devaient pouvoir s'opposer à lui? Ben, si c'est cette question d'élection qui pose le problème de la légitimité de Zelensky, il faut s'interroger, est-ce que Trump, d'un point de vue électoral, est plus légitime que Zelensky? Et quel impact pensez-vous que l'absence de Volodymyr Zelensky aura sur justement la légitimité et l'issue des pourparlers? Ben, je me dis que ça n'aura pas un grand impact. Poutine sait clairement que cette guerre va finir. D'ailleurs, il parle de 2 mois. Zelensky avait dit, vous vous rappelez, 3 mois. Trump avait dit, s'il arrive au pouvoir, il va régler ce problème. Ben, si vous regardez Trump, Poutine, Zelensky, mais vous avez l'essentiel de ce qui fait cette guerre. S'ils sont d'accord que la guerre va s'arrêter, la guerre va s'arrêter. Le problème, c'est comment cette guerre va s'arrêter, c'est dans quelles conditions cette guerre va s'arrêter. Et en fait, le jeu actuellement de Poutine, c'est cela. Il se sent en position de force, il veut mettre Zelensky dans la position la plus faible possible, au point même de dire qu'il ne peut pas signer parce qu'il n'est pas légitime, en disant que s'il faut négocier, si c'est Zelensky qui doit venir, lui, il va trouver des gens qui vont aller. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, Poutine, qui va venir négocier avec Zelensky parce qu'il trouve que ce n'est pas la même chose. Il ne boxe pas, entre guillemets, dans la même catégorie. Mais c'est une façon pour lui d'affaiblir davantage Zelensky pour qu'au moment de signer des accords de paix, que Poutine puisse avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire occuper définitivement ce qu'il a acquis comme territoire sur l'Ukraine. C'est donc une stratégie politique? Mais bien sûr, on va vers des négociations, chacun annonce ses ambitions. C'est comme quand les syndicats négocient. Quand on veut gagner 5%, on demande 35%. On fait la pression, on dépose un préavis de grève, on fait la pression pour que les gens sachent que nous sommes là, il faut nous écouter, il faut satisfaire. Et ça permet après dans la négociation d'avoir les 5 ou bien 7%. C'est ce que le président russe est en train de faire actuellement. Il met la barre très haute et ça lui permettra d'avoir ce que lui, il attend. Malheureusement, comme c'est un monsieur qui est particulièrement secret, on n'a jamais compris ce qu'il fait en Ukraine, qu'est-ce qu'il cherche, est-ce qu'il veut prendre le territoire ou pas, on ne l'a jamais compris. Mais en tout cas, dans son discours aujourd'hui, plusieurs choses sont claires. Première chose, il dit que les données géographiques ont changé. Et il faut qu'on en tienne compte. Ce que ça signifie, c'est très clair. Les espaces occupés doivent être laissés à la Russie. La deuxième chose, il faut que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN. N'oublions pas que ça fait partie des causes de la guerre.
La troisième chose, lui, il parle de reddition de l'Ukraine. C'est pourquoi je disais qu'il se met en position de force, parce que quand on parle de reddition, il n'y a presque pas de négociation. Vous acceptez que l'autre est le plus fort, vous vous soumettez aux conditions que l'autre va poser. Vous voyez que c'est quand même trop fort. Zelensky a besoin aussi de sortir un peu sa tête de l'eau après avoir malheureusement mis son pays dans un état lamentable. Et comment Kiev réagit-elle à ces demandes de Vladimir Poutine des pourparlers sans le président Zelensky? Kiev est dans d'énormes problèmes. Il faut le dire clairement, l'arrivée de Trump au pouvoir a complètement mélangé les cartes au niveau du soutien que l'OTAN apportait à Zelensky. Bon, quand on regarde le discours de Zelensky, on se rend compte qu'il est dans des difficultés. Il répond en disant que le président Poutine a peur de négocier. Il dit également qu'il a peur des dirigeants qui sont forts. C'est qui ces dirigeants qui sont forts? C'est lui, mais je ne le crois pas. Une chose également est claire, rappelons-nous que pendant longtemps, Zelensky a dit qu'il n'est pas du tout question de négocier sans l'intégrité de l'Ukraine. Et en parlant de l'intégrité de l'Ukraine, il pensait également à la Crimée qui avait été annexée lors d'une autre guerre. Il ne tient plus ce discours-là. Il accepte l'échange de territoire contre la paix, comme on l'appelle quand on fait de la médiation dans ce genre de situation. Ce qui veut dire qu'il est vraiment dans une posture de recul pour ce qui est des négociations. Et cela se comprend parfaitement parce que avec le soutien américain qu'il est en train de perdre avec l'arrivée de Trump, il sait clairement que l'Union européenne ne remplacera pas le soutien des États-Unis. Alors qu'à l'interne, il a énormément de difficultés pour mobiliser les jeunes, pour les mettre dans l'armée. Ils ont des difficultés depuis tout le temps pour avoir suffisamment de munitions, suffisamment de matériel militaire pour faire face aux soldats russes. Mais il est clair que dans ces conditions, il n'a pas le choix. J'avais toujours posé la question, qu'est-ce qui l'amène à vouloir prolonger une guerre qu'il ne va jamais gagner? Je n'ai jamais cru qu'il va gagner la guerre parce que je n'ai jamais cru que les Français, les Anglais, les Allemands ou les Américains vont venir sur le terrain pour combattre la Russie. C'est parce qu'ils n'ont pas osé combattre la Russie directement qu'ils ont essayé de le faire indirectement à travers l'Ukraine, par où Zelensky pouvait passer pour gagner cette guerre. Et il n'a qu'à faire attention parce que quand la guerre sera finie, il va devoir expliquer à ses citoyens pourquoi il les a mis dans cette guerre. Pensez-vous, de Diouf, que l'absence de Zelensky à cette réunion pourrait affaiblir la position de son pays sur la scène internationale? Zelensky a déjà une position qui est une position très affaiblie sur le plan international. C'est vrai qu'il aime aller dans les parlements, parler, pour compter, pour exister, mais tout le monde regarde Zelensky comme quelqu'un qui est une marionnette. Donc il est là, il est très présent effectivement au niveau des médias, mais ça ne trompe personne véritablement. Mais avec les Américains, on ne serait pas surpris. Et Trump avait déjà dit qu'il va prendre contact avec Poutine, mais qu'on règle le problème sans Zelensky. N'oubliez pas que les Américains ont fait la même chose en Afghanistan. C'est eux qui avaient installé le président afghan. C'est eux qui le soutenaient. C'est eux qui soutenaient l'économie. C'est eux qui le protégeaient militairement. Mais quand ils ont voulu partir, ils sont allés à Doha, négocier discrètement avec les talibans, sans même informer le président de l'Afghanistan. Et quand maintenant, il fallait respecter les conditions, on a dit au président de l'Afghanistan, il faut libérer les prisonniers afghans, y compris ceux qui avaient fait des attentats, parce que c'est la condition qu'on a signée avec les Afghans. Je ne serais pas surpris que Trump fasse la même chose en trouvant un accord avec la Russie et en demandant tout simplement à Zelensky de se soumettre à cet accord. Mais sur le plan national, comment pensez-vous que l'opinion publique ukrainienne réagirait à des pourparlers sans leur président, des populations longtemps prises au piège par des bombardements? Mais c'est difficile de parler aujourd'hui d'opinion publique au niveau de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'on ne donne plus aux gens la possibilité de s'exprimer. Puisque la logique, c'est la guerre. On ne veut pas que quelqu'un tienne un discours contraire à la guerre. D'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de légitimité, c'est exactement la même chose qui s'est fait en Russie où ça dépasse même ne pas exprimer qu'on n'est pas d'accord, mais les mots qu'on doit utiliser même ont été choisis et désignés. Journaliste ou pas, il y a des mots qu'il faut utiliser. Il ne faut pas parler de guerre en Ukraine, il ne faut pas parler d'invasion. Il parle d'opération
spéciale parce qu'il fallait aller sauver des russophones qui sont au niveau de l'Ukraine. Donc dans les deux pays, on ne peut pas parler véritablement d'opinion publique. Maintenant, de façon concrète, on a vu des jeunes refuser d'intégrer l'armée ukrainienne, être forcés à venir intégrer l'armée ukrainienne. On a vu les jeunes faire tout pour quitter le territoire. Mais si on prend ça comme indication, mais c'est comme si les Ukrainiens commencent à être fatigués par cette guerre et ils veulent avoir la paix pour pouvoir vivre tranquillement dans leur pays. Et ce conflit a longtemps été vu comme une situation qui a fait de l'ombre à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, guerre qui aujourd'hui a pris une autre tournure. Oui, ça a servi de meilleur exemple sur le deux poids, deux mesures qui se passent dans ce monde. Puisqu'avant cette guerre, on parlait de la RDC, on parlait du Soudan, on parlait de ce qui se passe au niveau du Sahel avec les groupes armés terroristes. Mais quand cette guerre a commencé, on a oublié tout ce qui se passait sur la terre, sauf cette guerre. Si vous regardez même au départ de la guerre, c'était ce qu'on appelle en journalisme du mondiovision. C'est-à-dire, quelle que soit la télévision importante que vous captez, on ne parle que de ça, on est dans le direct pendant des jours. C'est la guerre Israël-Palestine qui, pendant un temps, a éclipsé cette guerre au niveau de l'Ukraine avec la Russie. Et ce n'est pas l'aspect guerre seulement, même les organismes des Nations Unies qui devaient s'occuper des réfugiés, qui devaient aider les populations déplacées, qui devaient aider les populations en difficulté, mais pratiquement tout a été braqué sur l'Ukraine en oubliant complètement les autres pays. Mais imaginez cette aide militaire américaine, européenne à l'Ukraine. Mais si on avait eu la moitié de cette aide au niveau du Sahel, on ne parlerait pas aujourd'hui de groupes armés terroristes encore dans un quelconque pays en Afrique de l'Ouest. Et quel impact le conflit russo-ukrainien a eu finalement sur la sécurité en Europe de l'Est et sur les relations entre la Russie et ses voisins? C'était l'une des grandes inquiétudes. Mais l'impact est énorme. Vous avez des pays qui d'habitude ne s'intéressaient pas du tout à l'OTAN, qui ont décidé d'aller adhérer à l'OTAN parce qu'ils étaient à la frontière de la Russie. La Finlande, par exemple. Alors que c'est des pays qui ne s'intéressaient pas parce que pendant un temps, les gens étaient convaincus que l'Europe ayant fait l'expérience de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait plus de guerre en Europe. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, l'Allemagne avait commencé, j'allais dire, à être négligent par rapport à l'armement. Mais quand la guerre est venue, d'un seul coup, si vous voyez ce qui a été voté au niveau du Parlement allemand pour renforcer l'Allemagne sur le plan militaire, les Français sont en train de faire la même chose, l'Union européenne est en train de faire la même chose, puisque les gens se rendent compte que la guerre est encore possible sur le territoire européen. Cette conséquence, elle est là, elle est très évidente. On assiste encore à une sorte de réarmement d'un espace européen où les gens pensaient qu'avec l'OTAN, on avait déjà tout ce qu'il fallait, il y avait une zone qui était sécurisée, il n'y avait pas véritablement de risque. Ça, on le voit de façon très claire à travers la façon dont chacun de ces pays est en train de revoir ses stratégies sur le plan militaire et d'augmenter le budget du ministère de la Défense. Avec cet accord de Vladimir Poutine de participer à des pourparlers de paix, mais quel scénario envisagez-vous pour l'évolution de ce conflit? Pensez-vous qu'il y a là une réelle possibilité d'avancer vers une paix durable? Non, on va inéluctablement vers la paix, sauf si l'imprévisible Trump change d'avis. Puisque là, ça peut encore créer d'autres difficultés. S'il garde sa posture, on va inéluctablement vers une paix en Ukraine. Mais le problème, c'est quelle paix? Changer d'avis serait de relancer l'aide à l'Ukraine? Oui, puisqu'il l'a dit dans son discours, s'il n'y a pas la paix, il est prêt à augmenter les sanctions contre la Russie, etc. Ça peut relancer la guerre, parce que n'oublions pas que Trump, même quand il parle avec Poutine, au téléphone, ça ne signifie pas qu'il soit d'accord avec lui. Il avait parlé avec le leader de la Corée du Nord. Il l'a rencontré, cela n'a rien à voir avec être d'accord avec la personne. Il était dans une stratégie de neutralisation de quelqu'un qui, si ce quelqu'un soutient la Chine, soutient la Russie, en mettant ces trois-là ensemble, les États-Unis se retrouvent avec trois adversaires qui deviennent un adversaire. Il était véritablement dans de la stratégie. Et ici, c'est la même chose. Trump, ça sera plus le côté économique que le côté militaire. Il ira directement vers
là où se trouve l'intérêt économique des États-Unis. Et il est clair ici que l'intérêt économique des États-Unis ne se trouve pas dans la continuation de la guerre au niveau de l'Ukraine. Yeah. C'est pourquoi j'ai dit, sauf changement brusque comme il sait le faire de sa part, on va vers une paix en Ukraine. Dans quelles conditions? C'est ça qui reste à déterminer. Mais surtout, quel acteur pourrait faciliter un dialogue constructif avec Vladimir Poutine en l'absence de Zelensky? Zelensky est très clair. Lui, il veut être là. Non seulement il veut être là, mais il veut que ses soutiens de l'OTAN soient là. Zelensky va même plus loin. Il demande une présence des forces de l'OTAN en Ukraine. Et des forces de maintien de la paix, comme il l'a appelé. Et il l'avait dit auparavant. S'il doit aller négocier, j'ai déjà dit qu'il est en position de faiblesse, mais pour se mettre dans une position un peu plus forte, il va avoir tendance à vouloir aller négocier sous la couverture de l'OTAN. Si les Américains ne veulent pas, au moins sous la couverture d'un certain nombre de pays européens qui permettront de renforcer la position de l'Ukraine en refusant certaines conditions de la Russie qui vont être des conditions draconiennes. C'est ça l'intérêt de Zelensky. L'intérêt de la Russie, c'est carrément le contraire. C'est d'amener l'Ukraine tout simplement à baisser les bras en reconnaissant la défaite. Et quand il y a reddition, celui qui accepte la reddition n'a plus de conditions à poser. Et après la guerre, le pays doit faire face à une reconstruction. La reconstruction a déjà commencé. Sur le plan international, on n'attend jamais la fin de la guerre. Il y a déjà eu des conférences internationales sur la reconstruction de l'Ukraine, où un certain nombre de pistes avaient déjà été lancées sous forme de propositions pour aller dans le sens d'un partage, parce qu'il s'agira de cela également. Ça va être un énorme marché. Ceux qui avaient soutenu l'Ukraine vont se battre pour se partager ce marché et à travers ce marché, reprendre un peu de ce qu'ils avaient donné à l'Ukraine en termes de soutien. Le 22 février prochain marqueront donc les 3 ans de ce conflit. Tout à fait. Espérons qu'on ne fêtera pas l'anniversaire de ce conflit, que d'ici là, Zelensky surtout reviendra à la raison pour que les populations ukrainiennes cessent de souffrir pour une guerre que Zelensky ne gagnera pas. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.